Imaginez qu'après une journée de travail et le soir venu, vous préparez votre repas, avec en arrière-fond votre télévision d'allumée. Vous écoutez votre émission favorite, comme si c'était un podcast audio, et vous ne prêtez pas spécialement attention à ce qu'il se passe, jusqu'à ce que vous entendiez plus rien. Alors là, vous vous dirigez vers votre télé pour savoir ce qu'il se passe, et vous découvrez une image fixe et noire, accompagnée de quelques parasites. Puis d'un coup, une image apparaît, l'image de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec l'émission que vous regardiez. Une image qui vous fait instantanément penser qu'il se passe quelque chose de pas normal, d'unique et de très flippant. Et si vous pensez que cette petite histoire que je vous raconte n'est que de la fiction, eh bien détrompez-vous. Car aujourd'hui les amis, nous allons parler de l'incident Max Headroom. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, nous allons faire un retour en arrière et nous allons nous plonger dans le pays de l'oncle Sam le 22 novembre 1987 à Chicago. En cette fin d'année, c'est bientôt Noël et les Américains ont la tête tournée vers les préparatifs de Thanksgiving, premier grand repas et rassemblements familiaux assez traditionnels aux États-Unis. Une période de fête et d'insouciance qui ne présage en rien sur l'incident qui va arriver. Nous sommes le 22 novembre et c'est un dimanche. Et si certains sont encore à table à regarder la télévision du coin de l'œil, d'autres sont assis tranquillement à regarder les actualités, notamment la chaîne locale WGN TV. Il est 21h et l'émission The 9 O'Clock News commence. Et comme le titre de l'émission l'indique bien, il s'agit des actualités de 21h et retransmis en direct à la télévision. L'émission est animée par Robert Jordan et il est accompagné de Larry Roderick. En gros, c'est une émission assez basique qui traite de l'actualité de la journée et pour le moment, pour ses spectateurs, tout se passe bien. Les informations s'enchaînent quand après une dizaine de minutes, les actualités sportives arrivent. Il enchaîne les différents résumés des matchs quand arrive celui consacré au match de football américain opposant les Ours de Chicago aux Lions de Détroit. D'ailleurs, les Ours de Chicago ont gagné 30-10 ce jour-là. Voilà, si vous vouliez l'info. Bref, le résumé commence avec des images du match, des interviews de joueurs accompagnés des moments forts. Comme je le disais, une émission classique qui se déroule bien, et comme on peut en trouver partout et régulièrement à la télévision. En tout cas, rien ne pouvait présager de ce qui allait arriver. Il est 21h14. Got a good break on it. Fortunate enough we scored. Then they scored again at the Lions 31. Wayne Larrivee called it like this on WGN Radio. 2-yard line, and McMahon back to throw. Dumps it over the middle. Wide open McKinnon. Cutting left to the 20, to the 15, to the 10, to the 5. Touchdown! McMahon and McKinnon 14-0 Bears. Then the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer... Personne ne sait ce qui vient de se passer. Et comme vous avez pu le voir, même le présenteur Dan Rowan est stupéfait car tout le monde a vu quelque chose de très particulier. WGN TV est une chaîne locale et tous les habitants de Chicago qui étaient devant leur poste de télévision ce soir-là ont vu ce personnage étrange s'agiter devant la caméra avec un son parasite et devant ce qui semblait être un rideau de fer. Ce qui vient de se passer, c'est que pendant ces 17 longues secondes, la chaîne de télévision WGN vient tout simplement de se faire pirater. En fait, en parallèle, dans toute la chaîne et la régie qui retransmet le programme, c'est la panique. Ces 17 secondes étaient interminables pour les techniciens de la chaîne qui, d'une manière urgente, ont rebasculé la fréquence du signal afin de reprendre les rênes du programme. Suite à cette interruption, l'émission continue et Dan Rowan finit le résumé du match qui a été interrompu. Et après une boutade avec ses co-présentateurs sur ce qui vient de se passer, le reste de l'émission a pu continuer sans interruption. Et pour ceux qui sont dans la régie et qui s'occupent de la chaîne, c'est la panique. Car il n'y a aucun doute, ils se sont fait pirater. Et pour pouvoir les pirater, pour les ingénieurs de la chaîne,
À ce moment-là, il fallait forcément que les pirates soient dans le bâtiment, et chaque coin est fouillé minutieusement. Malheureusement pour eux, ils ne trouveront absolument personne. Sur la chaîne WGN, les informations continuent et le reste de la soirée se passe très bien sans nouveaux incidents. Et devant leur poste de télévision, pour les spectateurs de Chicago, ce n'était qu'un avant-goût du spectacle très particulier auquel ils allaient assister. Si la première interruption pouvait être au bout du compte perçue comme une simple virgule sans conséquence, ce n'est pas le cas du deuxième incident. Il est 23h20 quand sur la chaîne WTTW est diffusé un épisode de la meilleure série de tous les temps, une série incroyable qui écrase absolument tout sur son passage, celle du Doctor Who. Moi j'en fais pas trop. Et si là aussi l'épisode se déroule sans le moindre problème, rien ne pouvait présager de ce qui allait arriver. Stupid. You should talk often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I've done some dry clothing. As far as I can tell, a massive electric shock. He died instantly. The generator? Were you always so... Pendant plus d'une minute, les spectateurs de WTW ont assisté à quelque chose de très particulier et difficilement compréhensible. Mais en analysant les images, on peut apercevoir en réalité pas mal d'informations condensées qui montrent que les pirates voulaient montrer un maximum de choses en très peu de temps, sans doute avant de voir leur retransmission coupée comme pour leur première tentative. De plus, et contrairement aussi à leur première tentative, cette fois-ci il y a du son, et on peut entendre l'homme masqué parler. Alors pour analyser les images, déjà on peut voir que ce n'est pas du direct, mais une vidéo enregistrée puisque l'on voit une coupe à la fin de la vidéo. Ensuite, il y a pas mal d'éléments qui ont des références populaires aux États-Unis. Dès le début, il dit qu'il est meilleur que Chuck Swirsky, qui est un teint de libéral. C'est une critique vis-à-vis de Swirsky, qui était à l'époque un présentateur sportif sur WGN Radio. Par la suite, il fait un doigt d'honneur mal cadré à la caméra. D'ailleurs, il semble que son doigt doit être dans quelque chose qu'il recouvre, qu'on le voit l'enlever. Un peu plus tard, on l'entend fredonner la chanson du générique Clutch Cargo, qui était un dessin animé qui passait dans les années 60 à la télévision américaine. In another exciting adventure, the case of Ripcord Van Winkle. Our scene opens on an old deserted hangar near the little Midwest. D'ailleurs, il dira « Je vois toujours le X », qui est une référence directe au dernier épisode de Clutch Cargo intitulé Big X. Puis après ça, il enchaîne en disant qu'il est en train de faire une masterclass et qu'il fait le plus grand chef-d'œuvre de la presse mondiale, ce qui est pour le coup assez vrai. Et c'est aussi une référence à la première chaîne piratée WGN, qui veut tout simplement dire World's Greatest Newspaper, que l'on peut traduire par le plus grand journal du monde. Ensuite, il parle d'un gant sale et il dit que son frère a l'autre. Juste après ça, la transmission passe sur une autre séquence où on le voit se faire fouetter et dire qu'ils vont bientôt arriver. Et il y a autre chose que je ne vous ai pas dit qui se passe un peu plus tôt dans la vidéo, qui est en réalité la clé pour comprendre tout ça. À un moment, on le voit se baisser et chercher quelque chose, pour ensuite le voir avec une canette de Pepsi et la jeter en disant « Catch the wave ». Cette séquence est une référence directe à la campagne publicitaire de Coca-Cola où le personnage fictif, Max Headroom, intervient. Oui, parce que ce personnage que vous voyez, ce n'est pas un personnage quelconque, il y a même une signification bien particulière. Une séquence qui reprend trait pour trait les éléments qui ont fait du personnage sa renommée. Alors une question se pose, qui est ce Max Headroom ? Eh bien comme je le disais, c'est un personnage de fiction créé en 1985 et qui présentait et intervenait entre des clips musicaux.
Une émission d'origine britannique qui s'appelait à la base The Max Headroom Show, qui était diffusée sur la chaîne Channel 4. Selon les dires de ses créateurs, il était entièrement généré en images de synthèse, ce qui fait de lui le premier animateur de télévision entièrement réalisé par ordinateur. Bon, en réalité, c'était un comédien sous un masque. Et d'ailleurs, il s'agissait de l'acteur Matt Frewer, qui prêtera ses traits à Max pendant toutes ces années. Et Max Headroom est un véritable ovni audiovisuel qui marquera toute une génération au point où un téléfilm de science-fiction parlera des origines du personnage. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains adorent. Ils vont reprendre l'idée du téléfilm pour en faire une série avec 2 saisons qui contiendra en tout 14 épisodes. Et pour comprendre pourquoi le piratage des 2 chaînes est intéressant, il faut aussi comprendre ce qu'est le personnage et ce qu'il fait. Pour vous expliquer rapidement l'histoire du téléfilm et de la série, nous sommes dans un futur dystopique et très cyberpunk où des grandes sociétés oligarchiques contrôlent les différents médias dans le but de manipuler l'audience à des fins électoraux et perfides. Et dans ce futur, un journaliste, Edison Carter, découvre la face sombre des médias et souhaite tout révéler au public. Et à un moment, et voulant échapper à des personnes qu'il poursuit, il a un accident de moto et percute un panneau de signalisation indiquant une hauteur maximum de 2,30 m. En anglais, vous l'avez compris, on dit Maximum Headroom, qui deviendra par la suite Max Headroom. À la suite de cet accident, son esprit est numérisé et son double est généré par ordinateur. Un double qui sera donc nommé Max Headroom et qui dénonce et lutte contre les grandes firmes multinationales. Pour ce qui est du côté de la France, le show sera diffusé sur la chaîne Canal+. Dans les années qui suivent, le personnage deviendra même très influent dans la pop culture et on le verra un peu partout. Alors déjà, et bien évidemment, on peut le voir à la télévision américaine, notamment dans les shows de David Letterman. Et pas que, puisqu'on peut le voir aussi dans le clip Paranoia du groupe Art of Noise. Eminem reprendra ses traits dans son clip Rap Dog en 2013. Il aura même le droit à une bande dessinée et un jeu vidéo, et des références lui sont faites un peu partout, notamment dans cette scène du film Retour vers le futur 2, où on voit le personnage de Marty McFly prendre un Pepsi, ce qui est un pied de nez à Coca-Cola et la campagne publicitaire avec Max Headroom, où justement, dans leur campagne marketing, ils dénigrent Pepsi. Tout ce que je veux, c'est un Pepsi. Mais on pourra voir aussi d'autres références et jusqu'à assez récemment avec le film Pixel. Alors pour en revenir à la campagne publicitaire de Coca-Cola, bien c'est un petit peu le paradoxe. Parce que le personnage de Max Headroom prête ses traits pour Coca-Cola, elle-même étant une firme multinationale. Quelque part, c'est un petit peu comme s'il avait retourné sa veste. Mais revenons au soir du piratage le 22 novembre 1987. On comprend maintenant qui est cet étrange personnage et cette intrusion sur 2 chaînes de télévision, des intrusions qui sont bien réelles, reprend ce que Max Headroom est. Un personnage qui dénonce les grandes firmes multinationales en apparaissant subitement à la télévision. Même si pour le coup, on est sur quelque chose qui ressemble plus à du troll. Le piratage de la chaîne WTTW a duré environ 90 secondes. 90 longues secondes de panique pour les techniciens de la chaîne. Et pour cause, parce qu'à ce moment-là, c'était un programme du Dr Who qui était diffusé. Et tout le cycle de programmation était lancé pour le reste de la soirée et de la nuit. C'est-à-dire qu'à 23h20, au moment du piratage, il n'y avait pas d'ingénieurs dans les locaux et il ne restait plus grand monde. Si ce n'est que quelques techniciens pour surveiller la diffusion et vérifier que tout se passait bien. Et donc, quand ils ont vu que le personnage de Max Headroom était à la place du Dr Who, eh bien c'était la panique. Et contrairement à la première attaque, là, les techniciens ne savaient absolument pas quoi faire. Ils étaient complètement débordés, stressés et dépassés par les événements. En fait, c'est les pirates eux-mêmes qui ont mis fin à leur retransmission. Suite à cela, la soirée continua tranquillement et plus aucun incident n'arriva. Le lendemain matin, c'est bien des dizaines et des dizaines de coups de téléphone que recevront les rédactions des chaînes concernées avec une question majeure: qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si au bout du compte, ces 2 incidents télévisuels peuvent être perçus comme du troll sans incident majeur,
Pour le FBI, c'est une attaque extrêmement sérieuse qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que s'il y en a qui ont réussi à faire ça, ça veut dire que d'autres pourraient faire bien pire. Et une question va alors se poser, comment ils ont-ils pu faire? Alors, on va parler un tout petit peu de technique, de manière très simplifiée et sans forcément rentrer dans les détails. À l'époque, pour diffuser un programme à tous les habitants d'une ville, les chaînes de télévision locales envoyaient leur signal en direction d'émetteurs très puissants. Pour les pirates, il suffisait donc de passer au-dessus de ce signal, c'est-à-dire avec la bonne fréquence et envoyer un signal encore plus puissant. Et lors de la première attaque, quand les ingénieurs de WGN se sont aperçus de cela, ils ont tout simplement renvoyé leur signal vers une autre antenne. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'il faut bien comprendre que pendant ces poignées de secondes, il y a eu un vrai combat très rapide entre d'un côté des attaques de pirates et d'un autre côté des ingénieurs qui se défendent et réagissent très rapidement. C'est une immense logistique qui est intervenue des deux côtés pendant que les spectateurs se demandaient simplement ce qui se passait. Maintenant, pour les enquêteurs, pour pouvoir réaliser un tel piratage, ils ont estimé qu'il fallait de l'équipement très sophistiqué et très coûteux. Et que les pirates étaient forcément situés en haut d'un toit entre le bâtiment de la chaîne et l'antenne STL afin de pouvoir réaliser leur intrusion. Mais malgré toutes les recherches et investigations, jamais les pirates ne furent retrouvés. Et même encore de nos jours, personne ne sait qui ils sont. Alors avec le temps, il y a eu plein de théories. Certains diront que c'était des anciens employés mécontents de WGN, d'autres disent que c'était la communauté de hackers de Chicago qui était à l'origine de l'intrusion. Bref, personne n'a jamais revendiqué l'attaque, et même encore de nos jours, le Max Headroom incident reste un mystère. Bref, j'ai adoré travailler sur cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve ça passionnant et très fascinant. On se retrouve la semaine prochaine et si vous voulez voir d'autres épisodes, n'hésitez pas à cliquer ici. Et si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.